Laurent, tu as la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais tout de suite passer au très concret et puis me permettre, si j'ai un peu de temps, de faire un peu de philosophie après. Je me réjouis d'entendre la cloche pour me rappeler à l'ordre. Voilà, donc quand on parle du niveau local ou communal, nous sommes là, sur une toute petite planète, mais nous sommes tout petits aussi. Et je vais vous parler de deux exemples. Je vais laisser tomber l'alimentation, la mobilité et l'habitat. Et je vais absolument rien vous apprendre, mais je vais essayer de le dire d'une façon qui va vous permettre de prendre conscience que tout ce que vous avez fait est juste, mais qu'il faut continuer encore plus. La voiture est le mal du siècle pour les villes, pour le territoire. C'est 32% des émissions territoriales et 83% des émissions territoriales pour la mobilité sont liées à la voiture. Et on va toujours plus loin, on a toujours plus de voitures, on l'utilise toujours plus souvent, les voitures sont toujours plus lourdes, on est toujours plus seul dans la voiture, on l'utilise toujours plus souvent et elle est toujours plus chère. Donc en gros, avec l'invention du développement durable, on constate qu'on a échoué à endiguer ce problème majeur de l'écologie et des émissions de gaz à effet de serre en particulier. Au-delà des questions qui sont liées à la... Je change juste pour pouvoir voir moi-même mon propre slide. Par rapport à l'espace que ça prend, puisque nous sommes des aménagistes en grande partie, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture, c'est 50% de l'espace public de Paris pour seulement 13% des déplacements. Et que si on analyse la situation à Lausanne, eh bien, selon les quartiers, nous avons fait l'étude au bureau, c'est entre 57 et 87% des espaces extérieurs qui sont réservés à la circulation et au stationnement. Donc, il y a un problème spatial au-delà juste du problème écologique. C'est aussi un problème que l'on peut constater dans ce que nous avons appelé l'effet Houston, c'est-à-dire lié au stationnement. La voiture, elle circule, mais elle circule très peu, en fait, et c'est ce qu'on voit très bien dans une vue aérienne de Houston. Elle est stationnée 95% du temps, et quand on analyse Houston, vous pouvez faire l'exercice en faisant Google Maps, ben vous verrez qu'il y a des routes, oui, mais il y a aussi beaucoup de parking extérieur, il y a aussi de parking intérieur, et il y a aussi du parking sur les toits des parkings. Le gros problème du climat dont on parle régulièrement, c'est le problème de l'adaptation et du fait qu'on va avoir un réchauffement climatique, ce qui veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes comme des pluies dont on peut faire l'expérience ces jours, mais aussi des fortes chaleurs en ville. Et donc, l'adaptation au climat, ça nécessite de pouvoir ventiler les appartements. Et pour pouvoir ventiler les appartements, il faut pouvoir ouvrir les fenêtres. Et ça, c'est un gros problème lié au climat urbain cette fois-ci, c'est-à-dire le climat social. La ville, c'est le lieu où les gens vivent ensemble. Et ce n'est pas possible de continuer de vivre avec des voitures partout qui font vroom vroom, beaucoup de bruit et qui ne respectent pas les lois. Et donc, il est important d'appliquer déjà les lois que l'on a et que l'on a depuis suffisamment longtemps. Et si on les applique, on a réglé une bonne partie du problème. Sauf qu'on n'applique pas nos propres lois. Donc, avant de chercher à inventer des nouvelles lois, peut-être qu'on pourrait déjà appliquer les lois sur la protection du bruit, de l'air et des différentes pollutions liées à l'abrasion des pneus, par exemple, qui produisent 8000 tonnes de déchets par année en Suisse. Il y a une autre règle dont on parle depuis des années, voire des dizaines d'années, c'est le partage. D'abord, il faut reporter sur les modes doux, la mobilité douce, hein, les cyclistes, la trottinette, enfin l'ensemble et les pieds évidemment. Comme votre médecin vous l'a demandé, il faut faire de l'exercice, c'est l'occasion de le faire. Et puis, il faut aussi partager en utilisant des transports en commun. Et quand on parle de transport en commun, moi j'ai l'impression que depuis que je suis architecte en 1997, on a toujours raconté ces histoires-là et que je n'invente absolument rien en vous le disant. Le partage de la mobilité individuelle, ça veut dire partager des véhicules, par exemple le système Mobility, mais il y a d'autres systèmes. C'est aussi partager l'espace public avec des systèmes que l'on défend depuis des dizaines d'années, nous, dans les milieux de l'aménagement du territoire, avec des zones de partage, de modération du trafic, des zones 30, des zones de rencontre. Tout ça, vous le connaissez, mais il faut le faire. Il
il y a peut-être une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui règle les fameux 95% du temps de la voiture, c'est le stationnement. Et là, je pense qu'il faut enfin se doter de vraies politiques de stationnement, une politique cohérente et volontariste. Il faut faire un diagnostic de l'ensemble des places de parc qui existent sur votre commune. Vous savez quelles places sont sur domaine public, quelles places sont sur domaine privé, lesquelles sont chères, lesquelles sont bon marché, combien il y en a, où est-ce qu'elles sont, et toutes les questions de tarification. Une fois que vous avez fait ce diagnostic, vous pouvez prendre des mesures de votre politique globale. Et j'appelle ça une politique globale et rétroactive, parce qu'aujourd'hui, de dire que dans le prochain règlement qui sera adopté dans 10 ans, on va limiter le nombre de places minimum qu'il faut imposer à la réalisation d'un logement, ça ne va rien changer au problème. C'est-à-dire qu'on n'aura pas redimensionné, on n'aura pas changé la situation dans laquelle nous sommes déjà aujourd'hui. Et donc, il faut une politique rétroactive. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut redimensionner, pas uniquement pour le neuf, il faut durcir les conditions d'accès, il faut encadrer, et ça veut pouvoir dire aussi, puisqu'on l'a vu avec les votations du week-end passé, taxer, ça ne sert pas forcément, mais peut-être interdire, acheter, exproprier s'il le faut pour le bien commun. C'est des choses qui sont absolument nécessaires et ça permet de régler de façon peut-être un peu moins technologique et un peu plus simple la question du stationnement plutôt qu'un péage urbain. Le réaménagement, on le connaît, ça, vous connaissez les espaces publics réaménagés au profit du piéton et de la mobilité douce, ils existent et il y a plein de mesures à prendre. Il faut traiter la problématique de la voiture, pas seulement sur domaine public, parce que quand on aura enlevé les places de parc sur domaine public, il restera toutes les places de parc sur domaine privé et les 87% de l'occupation de l'espace par la voiture en ville, c'est surtout du domaine privé. Et là, c'est important d'avoir une action forte aussi sur le domaine privé et donc d'agir sur le sacro-saint privé et peut-être sur un encadrement des limites à la propriété privée dans son usage. Je passe les questions que vous connaissez toutes et tous pour aborder la question de l'isolation des bâtiments. L'habitat, c'est 26% des émissions intérieures en Suisse et une bonne partie de l'énergie qu'on utilise dans l'habitat, c'est le chauffage, c'est ce gros paquet au milieu dans la colonne de gauche. En 1950, on isolait très peu, donc on gaspillait beaucoup d'énergie pour l'habitat. Et aujourd'hui, on isole beaucoup mieux, donc on utilise beaucoup moins d'énergie. Plus que 40% de l'énergie de l'habitat est utilisée pour le chauffage. Mais l'avantage de l'isolation, c'est qu'elle permet d'éviter du chauffage et qu'elle permet de trouver des sources de chaleur qui sont plus adaptées à l'eau chaude sanitaire qu'au chauffage, qui, je vous passe un peu les détails, mais ont besoin plutôt de basses températures en quantité relativement faible. Donc, c'est important d'avoir conscience de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui comme bâtiments. C'est des bâtiments qui sont très, très bien isolés. C'est ce qu'on voit dans la partie tout à droite de votre écran. Mais le gros du problème, c'est tout ce qui existe aujourd'hui, d'où la nécessité d'avoir une planification rétroactive là aussi, parce que l'ensemble du parc immobilier suisse, tel qu'on voit ici, il continue de consommer beaucoup d'énergie inutilement tant qu'on construit des maisons Minergie-P extrêmement exemplaires. On a beaucoup parlé d'exemplarité des communes et des cantons. C'est très bien l'exemplarité, mais ça ne règle pas le problème qui existe aujourd'hui et qui va continuer d'exister demain. Donc, il faut transformer, ça a déjà été dit ce matin, je ne sais plus par qui, mais transformer, c'est une question qui est importante. On a vu ici entre un parc immobilier en 2020, c'est le parc immobilier vaudois, de 16 millions de mètres carrés, avec 24% du parc immobilier qui est correctement, voire très bien isolé. Si on compte sur les nouveaux bâtiments, Minergie-P par exemple, on construit plus 1%, alors c'est plus ou moins vrai selon les années, chaque année. En 2050, on a encore 56% du parc immobilier vaudois qui n'est pas assaini, et ça ne joue pas. On ne peut pas compter sur la croissance pour régler le problème du passé. Donc, il faut répondre au mythe de la nouveauté et inventer des outils rétroactifs. Et ça, c'est une question qui devrait particulièrement intéresser les planificateurs qui ne parlent que de développement territorial, mais qui ont oublié
l'aménagement du territoire, voire la transformation territoriale. La transition écologique est une transformation. L'assainissement du parc immobilier, nous l'avons calculé, c'est 15 500 millions ou 15 milliards, c'est le chiffre que l'on voit en haut à gauche. Ça correspond à quoi si dans le canton de Vaud, on devait réaliser ça, nous l'avons estimé, c'est 500 millions par année jusqu'en 2050, depuis 2020, puisque l'étude date de fin 2019, et ça veut dire 0,8 tonnes par personne et par an en moins. C'est-à-dire que sur les 16 tonnes émises par les Suisses ou par les Vaudois en moyenne, c'est moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que c'est relativement modeste. 15 milliards, c'est un effort modeste. Ça montre, j'espère, combien la question est importante et la question est grave et lourde de conséquences. C'est pour ça qu'il faut absolument s'y prendre tôt. Il n'est peut-être pas trop tard, ça je suis d'accord, mais par contre, il est trop tard pour imaginer des petites mesures. Il y a un postulat qui a été déposé au Grand Conseil vaudois qui demande 15 500 millions pour l'assainissement énergétique des bâtiments vaudois. Tout est une question de mesure, en définitive. Il faut bien se rendre compte que selon le rapport du Conseil fédéral environnement suisse 2018, on estime, c'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche, que sur les 16 tonnes par Suisse, il y a à peu près 19% pour l'aviation, il y a à peu près, il y a même exactement, j'ai pas le chiffre, il y a 40% à peu près pour les émissions territoriales, mais il y a encore toutes les émissions extérieures, ça a été dit en introduction, et ça c'est très important de pouvoir jouer là-dessus, parce que même si on prend l'hypothèse de la deuxième colonne, c'est-à-dire 0 voiture et 100% du parc immobilier isolé, on est encore à moins 13%. Et que si on dit qu'on interdit l'aviation sauf 5%, on est encore à moins 32%. Et que les objectifs de la neutralité carbone sur lesquels la Suisse s'est engagée, c'est moins 96%. Il faut avoir donc une idée de la juste mesure des choses et que c'est uniquement en ayant conscience de ces dimensions-là qu'on arrivera à quelque chose. On peut aussi comparer les 3 petits paquets de l'aviation, des émissions extérieures et des émissions intérieures à la responsabilité du secteur financier. Et comme le disait François Hollande en 2012, notre véritable adversaire aujourd'hui, c'est le monde de la finance. Parce qu'en Suisse, nous avons un levier extrêmement fort, puisque nous gérons 25% des avoirs du monde, selon le rapport du Conseil fédéral, qui représente 1085 mégatonnes à l'échelle de la Suisse, alors que l'ensemble des consommations des Suisses, c'est 130 mégatonnes. Désolé pour la traduction, j'imagine que tous ces chiffres, ça doit être infernal à traduire. Pour toutes ces questions, on ne parle en général que de protection du climat, mais la protection du climat, c'est absolument pas tout. Il y a aussi d'autres limites planétaires qui sont déjà plus gravement atteintes. On a parlé de la biodiversité, mais il y a aussi les cycles du carbone, du phosphore, et de l'azote qui sont extrêmement gravement dépassés et qui peuvent nous apporter des problèmes écologiques beaucoup plus graves qu'il n'y paraît, parce que, comme pour les questions climatiques, ce n'est pas juste qu'on n'aura pas de neige en hiver, c'est l'ensemble des conséquences de ces changements climatiques qui sont graves. Et pour ça, il faut comprendre de quel monde on vit. On vit dans un monde drogué à l'énergie où nous exploitons des ressources avec beaucoup d'énergie pour fabriquer des déchets. Ça, c'est la définition même de l'Anthropocène. Et si on regarde dans le temps, la transition énergétique n'a encore jamais existé. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est de réussir ce que l'être humain n'a jamais été capable de faire. À chaque fois qu'on a inventé une nouvelle énergie, on l'a additionnée aux précédentes, et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation aussi grave aujourd'hui. La transition énergétique n'a encore jamais existé, et il faut comprendre que l'énergie la plus renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. On a aussi un gros biais, c'est notre technophilie, et la technophilie, ça montre que si on regarde les modèles de voitures, de modes de déplacement que l'on voit à droite, ils comprennent la voiture électrique, parce que la voiture électrique émet peut-être moins de gaz à effet de serre, mais elle est extrêmement dommageable en qualité de charge écologique. Donc, si c'est pour remplacer un mal pour un autre mal, ça ne sert à rien. Et on voit que les modèles de mobilité qui respectent l'environnement sont la mobilité partagée. C'est vraiment les autocars, les transports publics, les vélos électriques, les trains, les vélos.
Moi, je me pose une question en vous écoutant ce matin et en ayant préparé avant, évidemment, cette slide, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Et j'ai l'impression qu'il faut travailler sur nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui, nous constatons l'inaction parce que tout ce qui a été dit ce matin, tout ce qui est dit à l'instant par moi-même, c'est ce que je dis depuis 25 ans. Et donc, je me demande pourquoi on n'y arrive pas. Et j'ai l'impression, c'est une thèse, que polluer, c'est génial, c'est fun, et parce que c'est l'expression d'un privilège, et que nous sommes les privilégiés de cette planète, et que c'est extrêmement difficile de demander à des privilégiés d'abandonner eux-mêmes leurs privilèges. Le plus grand privilégié du monde, c'était Louis XIV. Il a une empreinte qui était 300 fois inférieure à celle d'un Français du 21e siècle, avec beaucoup moins de Français à l'époque. Et donc la question, c'est est-ce que Louis XIV est prêt à faire sa propre révolution lui-même? Est-ce que nous, on est prêt à faire notre révolution? C'est ce que l'on lit dans le rapport du Conseil fédéral de 2018, qui a un chapitre qui s'appelle « Nécessité de changement de système », qui est un appel à la révolution. Donc, j'ai repris ce titre pour rédiger Révolution territoriale. Mais effectivement, on se rend compte qu'on est aujourd'hui confronté à une problématique de récit. Aujourd'hui, on doit changer complètement nos modèles. Notre modèle économique, c'est une chose, mais pour changer de modèle économique, il faut essayer de revenir à d'autres modèles. Quels sont ces modèles et qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire pour se faire envie? Et vous vous rappelez certainement, si vous avez suivi l'actualité, que Emmanuel Macron, pour vendre le développement de la 5G, nous disait on ne va quand même pas revenir à la lampe à huile et on ne va pas prendre le modèle Amish. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé aux Amish depuis. C'est une population extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas contre le progrès, elle teste tous les progrès avant de décider qu'elle le prendra ou pas. Ils ont testé la voiture, ils ont testé le téléphone et ils décident démocratiquement ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'Amish et que c'est une population extrêmement intéressante. Moi, en tout cas, je me considère très volontiers Monsieur Macron comme Amish. Par contre, je ne me considère pas comme le successeur de ce récit-là, ce récit qui est celui d'une belle voiture, d'une belle femme et beaucoup d'argent dans une mallette. Il faut réduire pour moi, architecte, la place de la voiture en ville et dans nos têtes. Il faut transformer nos modes de vie, ça c'est évident. Et il faut réparer les erreurs du XXe siècle, c'est-à-dire revenir en arrière ou aller en avant vers autre chose. Et surtout, abandonner nos privilèges. Ça veut dire certainement une révolution que nous devons tous faire dans nos têtes avant tout. Merci beaucoup, Laurent. C'était effectivement la révolution territoriale. C'est ce qu'on attendait de toi. Ça a posé des tas de questions. C'est difficile après pour M. Santner de reprendre avec les mesures de Bâle, mais je pense que tu pourras nous montrer aussi, Martine, ce que vous faites. Et puis, comme quoi, il y a quand même déjà des choses en route, parce qu'il ne faut néanmoins pas se décourager malgré cette urgence que tu as très bien démontrée, Laurent. Monsieur Santner, vous avez entendu Laurent parler de cette révolution territoriale. Qu'est-ce que ceci a suscité comme question? Nun ja, die Hauptfrage haben Sie ja selber gestellt. Sie sprechen von Revolution. Revolution ist der Umsturz der geltenden Machtverhältnisse von unten aufgrund unerträglichem Leidensdruck. Sie hören mich nicht? Si, mais pas en français, donc j'attends. Pardon. Ich mache einfach weiter. Also Sie haben von der Revolution gesprochen. Eine Revolution muss ja von unten kommen. Jetzt haben wir gerade erlebt, dass diese Revolution nicht stattgefunden hat, auch wenn es nicht wirklich eine war mit diesem CO2-Gesetz. Das war ja ein gut schweizerisch ausgewogenes Konstrukt. Wie erklären Sie sich das, dass der Leidensdruck offenbar nach wie vor nicht groß genug ist? Und wer könnten die Revolutionäre sein? Ist es die Klimajugend? Sind es die Architekten und Stadtplanerinnen? Wer muss in die Rolle der Agitatoren treten? Oui, ben, je suis d'accord avec vous, c'est les architectes et urbanistes qui sont les plus outillés. Il n'y a qu'à voir ici le consensus que nous trouvons entre nous et que nous n'arrivons pas à trouver à l'échelle de la population. Les politiciens ne peuvent rien faire sans nous.
Nous sommes là pour appuyer et donc il faut que dans notre quotidien, on change peut-être notre attitude et qu'on devienne un petit peu plus des professionnels activistes ou des aménagistes citoyens, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais je pense qu'on a vraiment besoin, nous, en tout cas sur les questions territoriales, on a une expertise. Par contre, on ne doit pas se considérer comme des esclaves. Le nombre de gens qui se considèrent comme esclaves de leur propre vie dans un monde de la liberté absolue, moi, ça, je ne le comprends pas. Et nous devons être aussi exemplaires que la Confédération, le canton et les communes. Nous sommes aménagistes, urbanistes, architectes. Nous devons être exemplaires, c'est-à-dire arrêter de prendre l'avion, laisser tomber notre voiture et démontrer que ce modèle-là, cet imaginaire-là est possible en le vivant au quotidien. S'il vous plaît. Beaucoup. Merci Laurent.